écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci d'être là au rendez-vous de l'information sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, célébration de la fête traditionnelle Agobozan à Noche. Début des manifestations ce jeudi avec une cérémonie rituelle à Agobozan. Les détails dans un instant. La baisse drastique des aides américaines menace la sécurité et l'éducation en Afrique. L'UNICEF a lancé ce matin un cri d'alarme. Des millions d'enfants risquent d'être déscolarisés. Le magazine agricole de ce jeudi nous dévoile les différentes méthodes de conservation de la viande. En football, jour J-1, les éperviers du Togo sont en Mauritanie. Ils s'opposent aux Mauritaniens demain vendredi à 19h pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information de la présidence du Conseil. Le président du Conseil, vu la constitution du 6 mai 2024, décrète article 1er, M. Bamoni Stanislas Baba est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Les travaux de la 23e réunion de la 3e session du cadre permanent de concertation CPC se sont achevés hier. Les échanges ont porté notamment sur le processus électoral, le volet socio-économique et les perspectives. Des recommandations ont été faites. Le point avec Pacom Johnson. 2 jours de séance à l'ordre du jour, bilan du processus électoral dernier, bilan de la présidence du CPC, situation socio-économique et perspectives. Maître Tiassona Traoré, président du CPC. Nous avons discuté autour du processus électoral et de ce qui en est résulté. Nous avons poursuivi la réflexion sur l'environnement socio-économique de notre pays et également les perspectives. L'ensemble de la classe politique a salué l'esprit dans lequel ces élections sont déroulées. Et nous avons pu remercier le gouvernement pour l'accompagnement au niveau des structures du ministère de l'administration territoriale pour éviter tous les écueils qui auraient pu entacher les élections au niveau formel. Désormais, les marchés devaient être surveillés, recommande le CPC qui a formulé d'ailleurs d'autres recommandations. Après réflexion sur l'association socio-économique, le CPC encourage le gouvernement à continuer par surveiller les marchés pour maîtriser les prix des produits sur les marchés, leur qualité, la provenance de ces produits et tout ce qu'ils comportent pour que nos populations puissent en vivre mieux. Concernant les élections, le CPC recommande au gouvernement, au-delà des résultats obtenus lors des élections, qui donnent largement la majorité parti unir, de considérer la possibilité de faire en sorte que, au niveau de la gouvernance locale, qu'on puisse laisser également certains pans de cette gouvernance aux partis de l'opposition afin de créer cette pluralité dans la réflexion au niveau du développement local. Plusieurs représentants de partis politiques ont participé à ces travaux qui ont duré 2 jours dans une ambiance conviviale. Pacom Johnson, nous vous l'annoncions en titre, l'édition 2025 du Grand Rendez-vous culturel et de retrouvailles du peuple évé à Agobozan connaîtra son apothéose ce samedi. Les manifestations ont débuté ce matin avec une cérémonie rituelle à Agboboji à Noche. Le déroulement de la cérémonie avec notre reporter sur place, Angèle Outanji. 7 octobre du sanctuaire d'Agoboti que la cérémonie bat son plein. Fils et filles de Haro, cadres du milieu, prêtres et prêtresses, vêtus de leur pagne blanc noir à la tête, chefs traditionnels dans leur tenue traditionnelle, chapeau de chefferie sur la tête et adeptes du culte vaudou, tous se sont réunis pour cette cérémonie sacrée. Les chasseurs rythment la ferveur par des détonations.
tandis que des groupes folkloriques, par leur chant vibrant et danse, dévoilent la richesse culturelle et artistique des Ébés. Dans la foule, impossible de manquer les Alagans et Alagassi, reconnaissables par leur accoutrement de chasseurs, recouverts de rameaux de palmiers de la tête aux pieds. La cérémonie consiste à des libations, prières et invocations. Un moment de communion avec les mânes des ancêtres pour rendre grâce à Dieu et célébrer les premières moissons agricoles. Et ce n'est qu'un avant-goût. L'apogée des manifestations aura lieu ce samedi. Les Ébés du Togo, du Bénin, du Ghana et de la diaspora entière convergeront à la place de l'indépendance de Motin pour une célébration unique de la tradition, de la foi et de l'identité culturelle. Un rendez-vous avec l'histoire et avec les racines des peuples ébés. Merci à vous, Angèle Outondi, et bonne célébration. La suite de ce journal, les épreuves du certificat de fin d'apprentissage CFA se poursuivent ce jeudi au CEG Zongo. Cet examen constitue une étape décisive qui va couronner plusieurs années d'efforts et de formation pour franchir la ligne d'insertion professionnelle. Retour sur l'ambiance de la journée d'hier avec Aruna Akimatu et Rebecca Kogomna. Des tables dressées de tapis blancs dans la cour du CEG, du feu dans les fers à repasser, des mètres rubans au cou des candidats, craie et papier de ciment servant de mesure sur les tables, règles à leur côté, les candidats vérifient l'état de leur machine. Et pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions, des articles nécessaires au bon déroulement des épreuves ont été mis à leur disposition. Une initiative qui vise à alléger les charges des candidats et à garantir l'égalité de chance pour tous. Amewotepe Kokou Job, membre du jury. Tous les apprentis ont leur badge ou leur carte d'apprentissage. C'est avec ça qu'ils vont rentrer dans les salles et ils ont tout leur matériel de travail et l'État aussi va leur fournir les articles pour le travail. Ils sont plus de 400 candidats au CEG Zongo. Tous les candidats occupent chacun une place et l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Korolakna Mandjayem, chef centre. Nous avons dans le centre 421 candidats. Nous avons d'ores et déjà arrangé les salles et préparé les salles. Nous avons fait sortir les bancs pour pouvoir accueillir les candidats. Le nombre de candidats étant tellement élevé, les salles ont failli ne pas suffire pour les accueillir. Mais on s'est démerdé pour que les candidats puissent être casés. Ainsi se compte la première journée des épreuves du certificat de fin d'apprentissage CFA. Merci à vous, Rebecca Kogomna. Également dans l'actualité, ce 4 septembre est observée la Journée mondiale de la santé sexuelle, une occasion pour promouvoir la santé sexuelle comme un droit humain fondamental. La célébration de cette journée rappelle l'importance d'un bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Ceci inclut le respect du consentement, l'accès à une information complète, la prévention des IST et les grossesses non désirées. Éclairage, Abiré Lemon. Selon l'Organisation mondiale de la santé sexuelle n'est pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Elle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires sans coercition ni discrimination ni violence. La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé et du bien-être, mais aussi de la qualité de vie dans son ensemble. C'est pourquoi, pour une meilleure santé sexuelle, il est essentiel d'être informé sur les risques et les moyens de protection relatifs aux infections sexuellement transmissibles et à la contraception. Il est aussi nécessaire de communiquer ouvertement avec son partenaire, demander des soins de santé sexuelle de qualité et de défendre votre droit à une vie sexuelle épanouie et respectueuse. Pour conserver une vie sexuelle active et satisfaisante, les médecins conseillent d'éviter de fumer,
maintenir un poids santé, limiter la consommation d'alcool et de manger sainement car la sexualité est le reflet de l'état de santé général. Et la santé sexuelle implique au préalable une éducation sexuelle. Et justement, comment parler de la sexualité avec les enfants? Fred Abouti, coach de vie, responsable du cabinet Freya Consulting, nous explique. Première chose, il faut connaître ses enfants. Il faut savoir qui ils sont réellement et qu'est-ce qu'il faut leur passer comme information. C'est important. Quand c'est une fille, il y a des enfants qui font leurs règles un peu moins de 11 ans. Ce qui fait que le parent doit observer l'enfant parce que l'enfant lui-même, il voit déjà les changements qui s'opèrent dans son corps. Va commencer par se poser des questions. Quand nos enfants commencent déjà le collège, ça devient aussi une matière. On parle de la reproduction sexuée déjà en classe de 6e. Je pense que c'est l'occasion à saisir pour en discuter et lui donner la possibilité de dire ce qu'elle pense. Ensuite, de lui dire, effectivement, ceci, ça fait ça, ça fait ceci, comme vous l'avez vu en classe. Sauf que quand tu commences déjà par avoir cet âge-là, il peut arriver que tu étais monstrueux. Il faut prendre des dispositions, lui expliquer le cycle, lui dire, voilà, chaque mois, ça va arriver. De la même manière aussi avec le garçon, son corps, son organe, son sexe, il faut qu'il arrive à savoir comment l'utiliser. Ça a un but précis, ce n'est pas pour s'amuser. Donc de faire attention, lui et une fille, on ne peut pas leur interdire d'être des amis, mais il faut qu'ils sachent que leur corps leur appartient. Il ne faut pas qu'ils soient sous l'influence des gens qui leur disent « Non, on a fait ça, c'était bien, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un gaou ». Une autre préoccupation des parents en ce moment est la rentrée scolaire prévue le 15 septembre prochain. Et une polémique agite actuellement les réseaux sociaux et l'opinion publique, celle liée à la confusion relative à la circulaire du 14 août 2023 concernant l'apparition des symboles patriotiques sur les cahiers scolaires. Alors, obligation ou simple recommandation, nous recevons pour vous M. Dono Denou Akpaou, directeur des ressources humaines du ministère des enseignements primaires et secondaires. C'est l'invité de la rédaction au rendez-vous vers la fin du journal. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale, 6 millions d'enfants supplémentaires risquent d'être déscolarisés l'an prochain en raison des coupes budgétaires dans l'aide publique au développement. C'est le cri d'alarme que lance l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance indique que pour le seul secteur de l'éducation, cette aide se verra diminuer de 3,2 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à 2023. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale seraient les plus menacées. Hortense Djoua. Oui, d'après l'UNICEF, ces déscolarisations toucheront principalement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. 1,9 million d'enfants risquent de ne plus pouvoir aller à l'école. En cause, les diminutions des aides publiques aux États-Unis, chiffrées à 3,2 milliards de dollars pour 2026, mais également en Europe, dont les systèmes éducatifs de nombreux pays sont très dépendants à travers le monde. Par conséquent, 28 pays perdront au moins un quart de l'aide en faveur de l'éducation. La Côte d'Ivoire et le Mali, qui font partie des plus à risque, sont déjà des pays très vulnérables. Le déclin des effectifs peut atteindre 4%, soit respectivement 340 000 élèves en moins en Côte d'Ivoire et 180 000 élèves en moins au Mali, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce sont 1,4 million d'enfants supplémentaires qui pourraient être déscolarisés. L'UNICEF appelle désormais les pays donateurs et les pays partenaires à protéger le droit à l'éducation. Hortense Djoua, il n'y a pas que l'éducation qui est menacée. Ces coupes budgétaires américaines entravent aussi les opérations de maintien de la paix dans le monde, dont la moitié est menée en Afrique. Selon l'ONU, cela peut compromettre la sécurité des civils, en particulier au Soudan du Sud et en RDC. L'administration Trump critique sévèrement les opérations de maintien de la paix. Elle accuse aussi l'ONU d'utiliser l'argent dédié au maintien de la sécurité à d'autres fins. En page magazine de ce jeudi, le magazine agricole, Odette Pira nous parle des différentes méthodes de conservation de la viande.
D'abord, les métaux traditionnels comme le fumage et la salaison. Koudaya, appelé responsable de la session abattoir à l'ONAF, donne les détails. Les techniques traditionnelles, on peut citer le fumage, qui consiste à exposer la viande à la fumée, produite par les sciures de bois, ou bien de bois de chauffe, ou parfois même du charbon de bois. On peut parler aussi de la salaison ou salage. Là, on répand le sel sur la viande. Le sel est un bon inhibiteur ou bien arrête la progression, la multiplication surtout des micro-organismes qui sont souvent à l'origine de la décomposition et de la politique des viandes. On peut ajouter aussi la préparation. Ensuite, les méthodes modernes comme la congélation retrouvant Koudaya appelé thé. Les techniques ou méthodes de conservation permettent essentiellement de lutter contre la pourriture et d'éviter le gaspillage des viandes. Comme technique moderne, on peut parler de la congélation, où la viande est gardée dans un congélateur avec une température négative de moins 5 degrés Celsius. Le choix des méthodes varie selon l'environnement dans lequel on vit et le goût souhaité. À jeudi prochain. L'actualité sportive, le Togo a fait forte sensation au Maroc Tour 2025. L'équipe togolaise de basketball 3 contre 3 s'est hissée sur le podium de la compétition. En football, les éperviers du Togo sont dans la droite ligne du match de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Salim Lemon. Les éperviers du Togo sont arrivés ce jeudi à 5h30 GMT en Mauritanie. Ils sont à Nouadhibou, ville dont le stade va accueillir demain à 19h le match de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre oppose la Mauritanie au Togo au stade municipal de Nouadhibou. Ce jeudi donc, à l'agenda des éperviers, du repos dans la journée, puis la reconnaissance du stade à 19h. Mercredi, avant leur départ de Lomé, les ambassadeurs togolais ont effectué une séance d'entraînement dans la matinée au terrain de l'université de Lomé. Une séance qui a été consacrée à l'organisation tactique, au positionnement en situation de jeu et le travail de finition devant les buts. La Mauritanie, dernière de la poule B, avec 2 points, reçoit le Togo, 4e, 4 points au compteur. La rencontre se déroule ce vendredi à 19h au stade de Nouadhibou. Ce jeudi, pour le compte de cette 7e journée, entre autres rencontres, Tchad-Ghana à 13h, Madagascar-République centrafricaine à 16h, à 19h, Cameroun-Eswatini, Algérie-Botswana, Mali-Comores et Tunisie-Libéria. Au basketball 3 contre 3, le Togo s'est illustré sur le plan international. Présent au Morocco Tour 2025, du 28 au 31 août 2025, l'équipe FEMOS du Togo est de retour avec une médaille de bronze. La sélection nationale togolaise a dû batailler dur face à 13 adversaires de renom, au rang desquels le Maroc, pays hôte, la France et le Brésil. Le Togo s'empare ainsi de la 3e place et met par la même occasion la lumière sur le sérieux de cette discipline dans le pays. Pour les parieurs, résultat du loto matinal de ce jeudi 4 septembre 2025, tirage numéro 369. Les 5 premiers numéros sont 18, 73, 24, 79, 11. Les 5 derniers numéros 03, 37, 66, 31 et 32. Comme annoncé dans le journal, l'invité de la rédaction, la préoccupation actuelle de tous les parents est la rentrée scolaire prévue le 15 septembre prochain et une polémique agite actuellement les réseaux sociaux et l'opinion publique. Celle liée à la confusion relative à la circulaire du 14 août 2023 concernant l'apparition des symboles patriotiques sur les cahiers scolaires. Alors, obligation ou simple recommandation, nous recevons pour vous M. Denou Akbaou, directeur des ressources humaines du ministère des enseignements primaires et secondaires. Il est au micro de Adam Adjrounou. La rentrée scolaire apporte à Gampa la polémique relative au circulaire du 14 août qui suggérait l'intégration des symboles patriotiques sur les couvertures inquiète l'opinion. Qu'en est-il exactement, monsieur le directeur? Vous savez, qui dit cahier dit fourniture et on l'achète. Une fois que c'est quelque chose qu'on achète, si tout le monde est au courant que c'est obligatoire, vous voyez, les prix vont flamber. C'est pour dire tout juste que ce n'est pas obligatoire. C'est une recommandation qui est venu de la note circulaire 020 du 14 août 2023 de 3 ministres,
Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, c'est comme cela qu'on dénommait le ministère en ce temps. Le ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation locale et le ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. C'est ces 3 ministres qui ont signé la note circulaire 020 du 14 août 2023 relative à l'intention des imprimeurs et éditeurs relative à l'impression des symboles de la République sur la couverture des cahiers. C'est comme ça la note est stipulée. Dans quel esprit? La note était claire. C'est pour consolider l'unité nationale, la cohésion entre tous les fils et toutes les filles de la nation, pousser vers le patriotisme qui est fondamental pour la construction de toute nation. Donc, si vous allez dans un pays étranger, qu'est-ce qui vous dira que ici c'est votre ambassade, c'est le drapeau? On va pas prendre un haut-parleur, crier, bon, vous savez, c'est ici le nom. C'est le drapeau, c'est un symbole. Si vous allez à la frontière avec le Ghana, où vous revenez, vous savez que ici, c'est un autre pays. C'est un symbole que toute nation a. Et il faut que très tôt, l'enfant sache qu'il y a ces symboles, que l'enfant les reconnaisse. L'armoirie, les armoiries. Vous voyez, tout le monde qui passe, il voit 2 lions, c'est beau, c'est les armoiries. Vous voyez, c'est ça. Mais on met sur le cahier, l'enfant voit ça. Combien d'enfants viennent à Lomé pour voir 2 lions à ce carrefour-là? Vous voyez déjà. Et ensuite, il y a l'hymne qui vraiment a des mots forts pour l'unité et pour vraiment nous encourager à faire du Togo lors de l'humanité. Et cela, on met ça dans le cahier. Donc ça fait déjà un début d'apprentissage. Il y a la marche républicaine qui est la 2e chanson après l'hymne national. Mais on n'a jamais renvoyé un enfant de l'école parce que il n'a pas un cahier dans lequel on trouve les couplets de l'hymne. Il n'y a pas un cahier où on trouve sur lequel on trouve le drapeau. Jamais. D'ailleurs, on ne renvoie pas pour cela. Y a-t-il des prescriptions particulières par rapport à ça? Les consignes fermes sont données parce que d'ailleurs, pour envoyer un élève, c'est tout un processus qui vient jusqu'au niveau central. Et nous ne l'avons jamais fait, dans tous les cas, depuis longtemps. Donc, c'est une recommandation pour que les parents, les enseignants, les éditeurs et les élèves, tous participent à la construction de ce pays. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien samedi dans le journal Magazine Pluriel à 12h30. Et pour terminer, l'information insolite du journal nous emmène en Australie où un habitant de Melbourne a retrouvé par hasard un vieux ticket de loto oublié dans ses affaires et qui n'avait pas encore expiré. Il a remporté $1 million australiens, soit plus de 360 millions de nos francs. Initialement, il cherchait son passeport, mais il a trouvé mieux. Son passeport avait expiré. L'homme qui a souhaité garder l'anonymat n'a pas encore décidé comment dépenser ce pactole. Une certitude pour lui, il va refaire son passeport. Dans le pays, les joueurs disposent de 12 mois pour réclamer leur gain et seuls 2% des lots restent non réclamés chaque année. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent moment de détente à l'écoute de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg